séance consacrée à la séquence 1 du programme de géographie de 5e intitulée « La croissance démographique mondiale et ses effets ». Et l'occasion va être donnée de découvrir la démographie chinoise et ses enjeux. Ça va être notre toute première étude de cas de la séquence et donc de l'année. Et tu vas découvrir que le gouvernement chinois a réglé de manière brutale un problème démographique, mais que le remède est peut-être pire que le mal, parce qu'en réglant un problème démographique, le gouvernement chinois s'en est créé un autre qui est tout aussi grave. Et donc, ça explique la problématique de notre séance, qui est la suivante. Pourquoi la croissance de sa population reste-t-elle une préoccupation majeure du gouvernement chinois? Au cours de cette deuxième partie de séance, tu vas découvrir que la démographie de la Chine connaît aujourd'hui une nouvelle crise particulièrement sévère. Si on reprend le graphique de la croissance démographique de la Chine depuis 1960 et que l'on s'intéresse maintenant à la partie qui se trouve à droite du graphique, c'est-à-dire la partie en projection, autrement dit les hypothèses pour l'avenir, puisque le graphique s'arrête en 2021 et qu'à partir de 2022, on est dans le futur, donc les experts démographes ne sont pas tout à fait certains de ce qu'ils avancent, donc ils font des hypothèses, et le temps dira s'ils ont eu raison ou pas, mais toujours est-il que les démographes prévoient une baisse faible, certes, mais une baisse tout de même de la population de la Chine qui devrait être visible à partir de 2035 à peu près. La Chine devrait perdre environ 40 millions d'habitants dans les 30 prochaines années. Et ça, c'est réellement une nouveauté, même une cassure quand on se rappelle que la population de la Chine avait triplé dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire juste avant. Et que cette stagnation et même cette baisse de la population de la Chine dans la première moitié du XXIe siècle devrait s'expliquer par le fait que non seulement la natalité va continuer à rester faible, de plus en plus faible, avec un taux qui devrait passer de 11 pour 1000 à 9 pour 1000, mais c'est surtout la mortalité qui va remonter, la mortalité qui devrait pratiquement doubler entre 2021 et 2050 pour passer de 7,6 pour 1000 à 13,2 pour 1000, et que ce doublement de la mortalité ne s'explique pas par une guerre ou par une pandémie que les démographes ne peuvent de toute façon pas prévoir, mais s'explique mécaniquement par le vieillissement de la population chinoise et le fait que les Chinois finissent par mourir de vieillesse, et qu'à partir de 2032 environ, eh bien, le solde naturel devenu nul va devenir carrément négatif. C'est ce qui explique directement la baisse de la population chinoise, d'autant qu'on n'est pas dans un pays ouvert aux migrants. Donc, on devrait arriver à une natalité inférieure à la mortalité et un solde naturel aux alentours de moins 4000 en 2050. Ce qui veut donc dire que tous les 1000 habitants de la Chine,
au 31 décembre 2050, il ne devrait plus être que environ 96, il devrait plus être que 996, là où ils étaient 1000 au 1er janvier de l'année. Et c'est cette réalité inquiétante, ce futur inquiétant de la démographie chinoise qui a poussé le gouvernement chinois à faire marche arrière toute en urgence absolue. Fini la politique de l'enfant unique depuis le courant de l'année 2015. Au contraire, les autorités chinoises, désormais, encouragent les couples chinois à faire au moins 2 enfants, voire davantage. C'est donc un retournement complet de la situation. Et ça s'explique, encore une fois, par des réalités sociales et économiques. Réalités sociales et économiques qui, encore une fois, ne sont pas rassurantes pour la Chine, qui entend devenir et rester au XXIe siècle la première puissance économique au monde, et elle ne pourra le faire que si elle a la croissance démographique qui lui permet notamment de renouveler la main-d'œuvre nationale. Or, comme l'explique assez bien cette caricature, le fait de ne plus faire d'enfants et de se contenter d'un enfant unique fait que les générations actuelles doivent à la fois supporter la charge économique de nourrir, de financer les études de l'enfant unique, certes, mais doivent aussi financer le poids croissant du nombre des retraités qui, par définition, ne travaillent plus parce qu'ils sont trop âgés pour travailler et qu'il faut donc nourrir en leur payant des retraites. Or, qui paye les retraites ? Eh bien, ce sont les salariés, les gens plus jeunes qui travaillent. Et donc, comme ils sont de moins en moins nombreux sur le marché du travail, eh bien, ça va poser un sérieux problème de financement des retraites, parce que de 2 choses l'une, soit on ne paiera plus les retraites des personnes âgées, mais alors dans ce cas-là, elles n'ont plus qu'à mourir de faim, ça pourrait provoquer des révoltes, soit on baissera le montant des retraites en disant, désolé, vous êtes trop nombreux, on peut pas payer. Mais dans ce cas-là, ça ne réglera pas le problème, bien au contraire, et ça risque de provoquer, là encore, des émeutes. Donc c'est ce que montre bien cette caricature, même si elle a un léger défaut, c'est que le dessinateur, il a bien représenté les enjeux du problème du vieillissement et du financement des retraites, mais par contre, il a un peu oublié de donner un air un peu chinois aux personnages qui sont dessinés par lui. Et finalement, on s'est rendu compte que malgré ses faiblesses, malgré son échec partiel dans les campagnes chinoises, la politique de l'enfant unique finalement a marché. Et elle a même trop bien marché. C'est-à-dire que le gouvernement chinois a mis trop de temps à se rendre compte qu'à force de ne plus faire d'enfants, on mettait en danger le renouvellement des générations et donc le renouvellement de la main-d'œuvre. Et du coup, le discours a bien changé. Les affiches de propagande qui vantaient l'enfant unique laissent la place maintenant, comme tu peux le voir, à des photographies où le couple sourit, le couple est heureux, parce que le bonheur n'est plus d'avoir 1, mais 2 enfants. Et oui, et 2, et peut-être même davantage encore si possible, parce que les 400 millions de naissances qui ont été évitées pendant la politique de l'enfant unique entre 1979 et 2015 ont certes permis à la Chine de se développer,
Mais une partie de ces 400 millions d'enfants qui ne sont pas nés pendant ces 30 ans, et ben maintenant, ou 35 ans, et ben maintenant il manque. Il manque à l'appel au moment de faire à nouveau des enfants et d'assurer l'avenir démographique du pays. Et comme en plus, comme je te l'expliquais précédemment, le nombre des femmes disponibles et en âge de faire des enfants est particulièrement bas en Chine, on peut même dire anormalement bas en Chine, la situation ne risque pas de s'arranger du jour au lendemain, puisque en 2014, on estimait que pour 116 garçons nés, on ne trouvait que 100 filles, puisque je te rappelle que les couples, à l'époque de l'enfant unique, grâce aux échographies, pouvaient savoir le sexe de l'enfant à naître et que beaucoup de couples avortaient si on leur annonçait qu'une fille allait naître, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était un garçon. Et donc aujourd'hui, eh bien, on a des millions de jeunes Chinois qui sont de fait condamnés au célibat, tout simplement parce qu'ils ne trouveront pas d'épouse, parce qu'il n'y aura pas assez de femmes à marier pour tout le monde, et qu'un certain nombre de Chinois vont donc être obligés d'aller trouver leur épouse dans les pays voisins, notamment au Vietnam, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et que, comme le montre cette caricature, la femme, est une espèce menacée en Chine, pratiquement au même titre que le panda. Parce que pendant que le pays évitait 400 millions de naissances en 35 ans, les Chinois qui étaient nés, eux, ils vieillissaient chaque jour. Et ça, c'était pas difficile à prévoir. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un horizon démographique assombri par le fait que un tiers des Chinois aura plus de 60 ans dans les 35 années à venir, c'est ce qu'annonçait cet article de 2015, et un tiers des Chinois, si on estime qu'ils sont 1,4 milliard, un tiers de Chinois, ça fait à environ 450 millions d'habitants, c'est-à-dire au moins 7 fois l'équivalent de la population française d'aujourd'hui. Donc 450 millions de Chinois qui ont l'intention de profiter de leur vieillesse le plus longtemps possible et qu'il faudra nourrir et soigner. Parce que ça veut dire aussi que le coût des dépenses de santé va mécaniquement augmenter du fait du vieillissement de la population. Et pour remettre tous ces problèmes de vieillissement de la population, d'explosion des coûts de la santé et de disparition quasi programmée de la main-d'œuvre dans les entreprises chinoises, je t'invite à regarder ce reportage de 2022. Et ce qui ressort de ce reportage, c'est que la démographie, c'est pas une machine sur laquelle on peut appuyer pour la faire démarrer ou pour l'éteindre immédiatement. La démographie, encore une fois, quand on enclenche un mouvement, c'est sur au moins une génération, c'est-à-dire sur au moins 30 ans. Et que les jeunes Chinois qui sont en âge aujourd'hui de faire des enfants sont des enfants de la politique de l'enfant unique. Alors, ils en ont peut-être souffert dans leur enfance parce qu'ils auraient peut-être souhaité avoir des frères et des sœurs qu'ils n'ont pas pu avoir, certes. Mais aujourd'hui, à l'âge de devenir parents, comme tu peux le constater, la plupart d'entre eux, maintenant, c'est ancré dans leur tête, dans leur mentalité. Ils ont bien compris que leur intérêt personnel, c'est de n'avoir qu'un seul enfant pour pouvoir lui offrir le meilleur avenir possible. Donc il y a un réflexe un peu égoïste et que du coup, leur faire comprendre que l'intérêt de la nation, que l'intérêt public exige qu'ils se mettent à faire plus d'enfants, eh bien c'est un discours qu'ils ne sont pas prêts à entendre.
Alors, c'était déjà pas facile de forcer une population à n'avoir qu'un seul enfant. Peut-on forcer des couples à avoir plusieurs enfants s'ils ne le souhaitent pas? Eh ben, en Chine ou ailleurs, eh ben, c'est pas gagné d'avance. Donc le problème risque pas d'être résolu rapidement. Or, pour l'économie chinoise, le temps presse. Je t'invite maintenant à regarder cet autre reportage assez court qui nous présente la dure vie quotidienne, la peu enviable vie quotidienne des Minggong, c'est-à-dire ces paysans ouvriers, c'est-à-dire de ces Chinois qui sont nés à la campagne. Parce que n'oublie pas que la Chine fait partie de ces pays qui comptent le plus de ruraux au monde encore aujourd'hui. De ces paysans pauvres, de ces paysans qui ne sont pas le fils aîné de la famille, qui n'hériteront donc pas de la terre et qui sont condamnés à une vie de misère à la campagne, qui vont donc chercher un avenir dans les villes, les grandes villes chinoises, les grandes villes industrielles, et qui fournissent donc une main-d'œuvre très très bon marché. Eh bien, cette main-d'œuvre qui contribue à vider les campagnes au profit des villes, ce que l'on appelle l'exode rural, rappelle-toi, eh bien, cette main-d'œuvre originaire de la campagne et qui vient travailler à la ville devient donc de plus en plus rare, donc de plus en plus précieuse. Et c'est l'un des effets d'ailleurs les plus embêtants pour l'économie chinoise, c'est que cette main-d'œuvre que l'on maltraitait, comme tu vas pouvoir le voir dans ce reportage, eh bien on est obligé aujourd'hui de la prendre davantage en considération. Parce que, ben oui, on a besoin des Minggong, donc on va être obligé de leur offrir des salaires plus importants. On va être obligé d'améliorer leurs conditions de vie. Et ça, pour l'économie chinoise, ça a un coût. Et ça risque de rendre la Chine moins compétitive, par exemple, que sa voisine indienne ou que d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et ça pourrait remettre en cause, ça va remettre en cause la domination commerciale mondiale du Made in China. Et je te propose un dernier reportage très court qui peut paraître un peu anecdotique sur la plus grande migration de l'année, c'est-à-dire ce moment qui dure à peu près un mois, qui correspond au Nouvel An chinois, au cours de cette période, des centaines de millions de Minggong, j'ai bien dit des centaines de millions de Minggong, retournent voir leur famille, passer les fêtes du Nouvel An dans leur famille, c'est-à-dire à la campagne. Donc on voit les grandes villes industrielles de Chine se vider pendant un mois de ces jeunes travailleurs déracinés de la campagne et qui passent donc le reste de l'année à travailler dans des conditions épouvantables dans les usines des villes et qui retournent donc passer un mois avec leurs enfants, souvent d'ailleurs, avec leur famille, et qui, pour un certain nombre d'ailleurs, vont décider de rester à la campagne, parce qu'ils estiment qu'ils ont soit trop souffert pendant leur travail en ville, ou tout simplement parce qu'ils ont mis, notamment les femmes, ont mis suffisamment d'argent de côté pour se marier, et donc pour rester à la campagne. Ce qui ne va pas arranger les affaires, encore une fois, des industriels chinois qui cherchent désespérément une main-d'œuvre qui devient de plus en plus rare du fait du vieillissement de la population. Et du coup, si on s'intéresse maintenant à l'espace, puisque c'est quand même, je te le rappelle, absolument indispensable en géographie de se référer à l'espace, eh bien, si tu regardes la première carte de gauche, celle qui nous présente la densité de peuplement
en habitants au kilomètre carré en Chine, avec un découpage par province. Bon, on va faire simple, l'équivalent des régions en France. Donc déjà, on apprend que la moyenne de la population est relativement moyenne, c'est le cas de le dire, hein, puisqu'elle n'est que de 136 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire un peu plus que celle de la France qui tourne aux alentours maintenant de 120 habitants au kilomètre carré. Mais bon, on a beau avoir l'un des 2 pays les plus peuplés au monde, on est loin du surpeuplement. Et si surpeuplement il y a, eh ben, c'est tout simplement parce que les habitants sont concentrés dans un certain nombre de provinces, c'est-à-dire celles qui sont les plus à l'est, celles qui sont en bordure de l'océan Pacifique. Donc on peut considérer que la Chine est littéralement coupée en deux, qu'il y a une Chine vide qui est celle de l'ouest, tournée vers le continent, et l'autre Chine qui est tournée vers l'est, vers la façade pacifique, et qui, elle, est beaucoup plus peuplée. Et ce déséquilibre entre la Chine vide de l'ouest et la Chine peuplée de l'est ne va pas vraiment se résorber à l'avenir, même si, comme tu peux le voir sur la carte de droite, c'est-à-dire la carte de la fécondité en Chine, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, eh bien là, très clairement, à l'ouest, les femmes font beaucoup plus d'enfants, hein, notamment la province du Xinjiang, où les femmes faisaient, malgré la politique de l'enfant unique d'ailleurs, 3 voire davantage d'enfants. Mais comme ces femmes sont elles-mêmes très peu nombreuses, puisque ce sont les provinces les moins peuplées, ça ne suffira pas à compenser à l'avenir le déséquilibre entre cette Chine de l'Ouest vide et la Chine de l'Est très peu peuplée. Et alors, si on croise les informations des 2 cartes précédentes avec la carte des inégalités socio-économiques en Chine, autrement dit, si on s'intéresse à la population chinoise sous l'angle de la richesse et de la pauvreté, où vivent les riches, où vivent les pauvres? Eh bien, si tu regardes cette carte qui est assez simple à comprendre, eh bien, plus le coloriage est foncé, plus les populations sont riches. C'est-à-dire, quand on est dans le rouge, on est chez les riches. Quand on est dans le orange, on est chez des gens qui sont déjà nettement moins riches. Et quand on est dans le jaune pâle, eh bien, on est parmi les Chinois pauvres. Eh ben, on voit qu'il y a un énorme déséquilibre spatial parce que les 2/3 de la Chine sont peuplés de pauvres et ces 2/3 de la Chine correspondent pour l'essentiel à la Chine vide, à la Chine aux faibles densités de peuplement, hein, de population, la Chine de l'Ouest, quoi, et du Nord, du Nord-Ouest. Donc ça c'est la première chose. Les très riches, eh bien, ce sont les urbains. C'est-à-dire non pas les ruraux qui sont encore une fois les Chinois représentés par le jaune pâle ou l'orange, mais cette bande littorale qui épouse les contours du littoral de l'océan Pacifique de Beijing jusqu'à Shenzhen, cette Chine littorale, c'est la Chine urbaine, c'est la Chine des grandes villes, c'est la Chine riche, la Chine industrialisée, celle qui est le moteur de l'économie chinoise, qui fait que la Chine va dépasser les États-Unis au titre de première puissance économique mondiale, probablement. Mais cette Chine littorale très peuplée, très riche, a besoin, encore une fois, pour que la Chine reste cette grande puissance économique et commerciale, a besoin de ses paysans ouvriers, les Mingong, ces paysans ouvriers qui donc vont chercher fortune, et c'est pas gagné pour eux,
dans les villes du littoral pacifique. Donc ce sont les flèches en rouge. En vert, pardon. Je te propose de finir cette étude de la démographie chinoise avec cette photographie assez étrange d'une métropole, c'est-à-dire une très grande ville, qui a surgi de terre en quelques années seulement, de par la volonté du gouvernement chinois. Là, on est quasiment à la frontière avec la Mongolie, c'est-à-dire qu'on est dans la zone en rouge, là, dans la carte en haut à gauche de ta diapo. On est dans cette Chine du nord, nord-ouest, très très peu peuplée, très peu urbanisée, c'est très peu industrialisée. Donc c'est cette Chine qui est un peu à la ramasse sur le plan économique, cette Chine qui n'est pas celle qui permet au pays de dominer l'économie mondiale, bien au contraire. Donc comme le gouvernement chinois a pris conscience des énormes déséquilibres spatiaux dans le pays, eh bien, le gouvernement a décidé de créer des villes là où il n'y en a pas, et des villes importantes. Donc il y en a d'autres, comme Ordos, qui sont fabriquées de manière totalement artificielle par le gouvernement dans ces zones profondément rurales et très peu peuplées. Et donc l'idée, c'est de faire que les déséquilibres soient moins importants à l'avenir. Le problème, c'est qu'on peut toujours faire pousser des gratte-ciel, des HLM autant qu'on veut. Mais si on n'a personne à mettre dedans parce que les habitants ne veulent pas venir, parce que les fonctionnaires chinois qui sont invités à quitter le littoral du Pacifique, c'est-à-dire Shanghai, Shenzhen par exemple, pour aller venir vivre et travailler à Ordos, ils ne sont pas tellement tentés de le faire. Et donc cette ville d'Ordos est une ville fantôme, puisqu'on estime que seulement 2% des bâtiments qui ont été construits sont actuellement habités. Donc c'est un échec de plus du gouvernement chinois pour tenter de régler ces problèmes de démographie.